Oui, j'ai vu que vous repreniez l'ambition que Marx a signée aux philosophes de vouloir non plus interpréter le monde, mais le transformer dans la 10e thèse sur Feuerbach. Est-ce que vous pensez que les critiques ont cette ambition dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle est réellement aboutie, à savoir transformer la littérature par ce biais qui serait demandé à l'écrivain, en quelque sorte, d'interpréter sa propre création, son propre texte. Il me semble, quant à moi, comme disait Céline, que la question du texte lui-même, pour nombre d'écrivains, le texte se suffit à lui-même. Est-ce qu'il est possible d'en dire plus? Sinon, après, on pose la question du mensonge, y compris la question du mensonge en dépit de soi-même. Autrement dit, la question de l'inconscient et qu'est-ce qui fait qu'on écrit. Voilà, c'était la première question. J'en ai une deuxième, mais on va peut-être commencer déjà par celle-ci, pour Antoine. Et oui, peut-être à qui s'adresser la question? Aux trois. C'est sûrement Anne-Marie. Je pense que chacune a les épaules assez larges pour y répondre, mais à qui en particulier? C'était la définition de Genette, en fait. Donc, c'est parce que je peux répondre à ça, sinon le dédoublement de personnalité qui serait un danger en fait pour l'unité du sujet, quelque chose comme ça. En fait, vous avez raison quand vous pensez qu'il y a une idée de praxéologie, c'est-à-dire de peut-être d'influence sur les pratiques dans ma démarche d'écrire, mais pour agir. Mais la littérature, c'est ça, c'est agir. Alors moi, je suis dans la position de l'enseignante, vous avez bien compris ça. Et donc, ma description, elle est là pour essayer d'envisager effectivement que les formations puissent changer quelque chose à la perception de qui doit écrire, à qui est réservé l'acte de création. Moi, je pense beaucoup à Anne Roche, évidemment, là-dedans, qui dit en fait, c'est une façon de poser le doigt sur la répartition entre ceux qui écrivent dans la société et ceux qui n'ont pas le droit d'écrire. Voilà, donc c'est exactement à cet endroit-là que se situe la description qui est aussi peut-être une invitation à penser autrement l'écriture, et y compris l'écriture littéraire, mais c'est un empan très très large de la littérature, ce sont tous les écrits possibles dans les formations, et dans les formations littéraires en particulier. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Parfait. Je pense comme toi. C'est bien. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être. Oui, Marie-Laure. Violaine, on en parlait hier. Oui, ça Violaine, on en parlait hier. Par rapport à l'aspect institutionnel, tu sais, tu as évoqué, je voulais juste que tu rappelles qu'éventuellement au niveau de la 9e ou de la 10e, il avait été envisagé la création d'une sous-section, quelque chose qui serait plus favorable à nos démarches actuellement, il y a ça. Et donc ça serait pour que tu le rappelles s'il te plaît. Et puis ensuite, c'est un commentaire, je pense que ça n'a aucun lien avec ce que vous avez dit, monsieur. Un des problèmes de l'université française, c'est l'obsession du contrôle, de la maîtrise et de l'emprise. Et dans tout acte de création, évidemment, il y a une partie de perdre pied, de laisser aller, de lâcher prise, une part d'eux. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut qu'on arrive à rassurer l'institution, parce que ça, c'est inentendable, je pense, par nos institutions en France. C'est prendre ce risque de la déprise. Donc voilà, c'est juste qu'on se compte et on parle entre nous. Je profite pour dire ça. Alors, pour ce qui est de la mention, je pense que c'est Lionel qui serait le mieux placé pour en parler, puisque si j'ai bien compris, Lionel, mais tu nous préciseras, il y a eu donc l'acceptation que dans les rubriques, dans les catégories de master, il y ait cette mention de création qui a été finalement acceptée par le ministère. En revanche, elle n'existe pas au niveau des doctorats, si j'ai bien compris. Le doctorat, ça veut dire qu'il y a la 9e section qui essaye de la littérature. Mais voilà, je préfère que ce soit Lionel qui précise les choses. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a 2 ans, ceux qui exercent à l'université
notre ministre a décidé de procéder à une sorte d'éradication de 90% des mentions de diplôme, déstructurant de manière, on n'est pas dans une discours politique, mais bon, on est passé de 2000 mentions de spécialité de diplôme à son objectif était 30 ou 40. Finalement, il y en a plus aujourd'hui, une centaine, je pense. Et donc, à ce moment-là, évidemment, nous étions en train de nous former comme, je ne sais pas si on peut dire spécialité, mais enfin, on veut être visible et reconnu comme étant distinct d'autres diplômes comme lettres, par exemple, etc. Et donc, on a été plusieurs à se mobiliser pour, presque tout le monde ici d'ailleurs, pour faire reconnaître la mention création littéraire dans la nomenclature des diplômes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, c'est devenu une spécialité nationale, reconnue par le ministère, un peu contre toute attente, parce que je veux dire, il y a bien des spécialités qui ont une plus longue histoire que la nôtre, et même une assise un peu plus large, qui ont disparu dans ce grand mouvement de suppression des spécialités. Donc vraiment, c'était un signe très très positif. L'autre chose qui est plus officieuse, à mon avis, que je dis comme ça, sous réserve que ce soit vraiment juste, c'est que par le précédent CNU, donc Conseil national des universités, qui est le gardien des spécialités disciplinaires en France, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, mais même comme ça existe, il faut bien y être quand même, un de nos collègues de Paris 8 avait défendu ardemment l'idée que les créations littéraires soient reconnues au sein de la 9e section, ce qui est un enjeu majeur, puisque sans ça, ça veut dire que tous les doctorats, toutes les thèses qui iront vers la création en livre littéraire ne seront pas reconnues, et donc les personnes qui en seront titulaires ne pourront pas devenir maîtres de conférence. Ça, c'est la conséquence directe. Et semble-t-il, il y a eu une discussion très positive où ils ont dit oui, on pourrait reconnaître quelque chose qui serait pratique et théorie de la création littéraire. Alors évidemment, on ne sait pas ce qu'on met dedans, etc. C'était une ouverture. Néanmoins, je ne sais pas si ça a été acté officiellement quelque part, je ne crois pas. Le CNU a été renouvelé, je ne sais pas qui a été élu, en 9e en tout cas. Donc c'est un de nos enjeux collectifs à l'avenir. Pardon, j'ai été un peu long, mais ça fait partie des enjeux fondamental, collectifs. oui. Effectivement, il faudra bien que ça soit reconnu comme par le CNU. Ça existe pour la 18e, je crois. Bien sûr, ouais, on peut s'appuyer. Oui, on peut s'appuyer sur la 18e. Sur ce qui se passe en 18e. Exactement. Même il ne serait pas improbable que ce soit la 18e qui nous reconnaisse, qui reconnaisse la création littéraire à la 9e à l'avenir. Si c'est le cas, moi d'abord je ne suis pas en 9e, donc je m'en fiche royalement. Mais peut-être pour les gens qui Oui. ne sont pas au CNU tous les jours, 9e, 10e, 8e, c'est quelle. 9e section littérature française, 10e section littérature générale et comparée, 18e section art. Voilà. Et sachant pour ceux même qui ne sont pas dans le monde universitaire, le CNU, c'est le Conseil national des universités, qui est l'instance qui, justement on a parlé hier avec Claude Pérez, qui après une soutenance de thèse et une soutenance d'SDR, qualifie les gens, c'est-à-dire les autorise à se présenter à un ensemble de postes reconnus comme relevant d'une section. Donc c'est un instrument de contrôle Majeur. très au sens mais un instrument de contrôle et par ailleurs de contrôle également. Et Jérôme qui avait une question. Juste parce que Laura, vous êtes, on l'a compris, vous êtes passé par un cursus dans des écoles d'art, puis après par l'université, et vous évoquiez des distinctions en termes pédagogiques intéressantes qui mériteraient peut-être d'être précisées ou évoquées de nouveau, peut-être. Oui, enfin, c'est juste que j'ai été agréablement surprise et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte de ça et ça a été très important pour moi. Ça m'a donné envie peut-être même d'enseigner. Et juste que le mode de parole et comment on fait passer quelque chose est très important. Et j'ai adoré les beaux-arts, vraiment. Et voilà, mais c'est vrai que les beaux-arts, ça a plus été une lutte pour s'imposer et pour... Voilà, ce que j'ai dit, quoi. Et vous avez adoré aussi Paris 8. Oui. Je pense qu'après, je vais aller au Havre, en fait, pour du coup faire la jonction. Voilà. Oui, moi je ne suis pas à l'université, je suis artiste et je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Je trouve ça très important sur le fait de est-ce qu'il est possible de se déprendre ou du lâcher prise, parce qu'on me tourne toujours du côté de la question administrative. Et je pense qu'elle part déjà des artistes eux-mêmes et des enseignants eux-mêmes, c'est-à-dire
la volonté absolue de tout contrôler. Dans les écoles d'art, c'est comme ça. Et je pense que ces derniers temps, c'est bizarrement l'administration qui serait plus à pousser pour, depuis qu'il y a eu toutes ces réformes, à pousser pour que, par exemple dans mon mémoire, des choses puissent se réfléchir autrement que d'une façon très académique ou très contrôlée. J'étais étonnée tout à l'heure dans ce que j'ai entendu. Il y avait des choses très très bien et la conférence s'est terminée, l'intervention par est-ce qu'il pourrait y avoir un schéma unique? Puis on se retrouve avec un schéma au tableau et tout le monde prend des notes. Et en fait, moi, ça m'angoisse complètement. C'est-à-dire, effectivement, la question de s'inventer autrement, de réfléchir autrement, de faire et défaire les frontières, je pense que ça passe par un travail inexorable, déceptif, de lâcher son autorité pour littéralement inventer une autre forme d'imaginaire. Oui, je pense que Anne-Marie va avoir des choses à répondre. Peut-être pour mettre ça en perspective, je crois qu'effectivement, il y a cette question du lâcher-prise des institutions, des enseignants, des étudiants aussi, et puis de tout le monde. Enfin, je veux dire, des gens qui... Voilà, il y a effectivement une mise en question, et je pense que c'est aussi une mise en cause de nos représentations de la littérature, et c'est sûr que si on aborde le travail qu'on fait là avec une représentation a priori de la littérature, ça va être très difficile de la faire bouger puisqu'elle est a priori. Et peut-être la deuxième chose, c'est qu'effectivement votre réaction à l'égard du schéma, elle est au cœur de ce qu'on fait là depuis hier, c'est-à-dire l'articulation entre la recherche et la création. Et c'est vrai que quand on voit des schémas pour la création, ça fait un peu peur, mais en même temps, la recherche avance avec ça. Et c'est pour ça aussi que la recherche est créative, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces moments d'étape, d'un schéma, et peut-être ce qui se passe, c'est que le chercheur est beaucoup plus à même de savoir que le schéma, ça ne vaut rien. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour être remis en question et pour permettre d'avancer vers un autre schéma. Mais en même temps, le travail du chercheur, c'est aussi de rendre compte des choses. Mais je pense que Anne-Marie dira ça autrement et peut-être de façon plus précise. Non, c'était très, très juste ce que tu as dit, Jean-Marc. Juste, la question, c'est de savoir, lâcher prise, et on en a entendu beaucoup lâcher prise hier, lâcher prise ou légitimation, et du coup, il faut aller plus vers ce que l'on reconnaît de manière normative dans le cadre universitaire français. Voilà, la question, elle est vraiment là. Et moi, j'ai toujours ce regard de comparaison avec l'étranger. La question de la légitimation n'existe plus aux États-Unis. Voilà, on peut lâcher prise, mais en France, on ne peut pas encore lâcher prise. Il faut donner le crédit à la recherche-création. Et le fait d'en passer, peut-être temporairement, mais par ces schémas qui vous paraissent peut-être un peu universito-pédago, mal pensés, je ne sais pas, mais j'ai essayé de le penser quand même, je vous l'ai dit, comme un jeu de taquin avec des cases blanches où il s'agit de jouer ensemble, quoi. École d'art et université jouant ensemble, à essayer de voir quels sont les critères fondateurs d'une démarche qui serait d'enseignement de la création ou de l'écriture créative. Dans les formations. Là, on en est encore en France à essayer de donner le crédit à cette affaire-là, et je pense vraiment qu'il ne suffit pas, c'est très très intéressant de se présenter avec une thèse double ou deux travaux, un travail fictionnel d'un côté puis un travail universitaire de l'autre, mais il y a peut-être aussi à essayer de théoriser cette recherche-création qui est née au Canada et qui a, je pense, vraiment une portée scientifique. Non, mais je ne voulais pas du tout vous critiquer, mais juste parce que je n'ai pas bien fait ou mal fait. Ce que je voulais tenter de dire, c'est que vous avez dit plein de choses intéressantes. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de nous laisser avec notre peur à la fin. Ah non, moi je suis pas d'accord. Non, mais je pense que moi je trouve qu'on est là où on est, et parmi nous il y a des universitaires, parmi nous il y a des artistes, il y en a qui font 2, 3, 4, 5 choses mélangées, etc. Mais on est, enfin à mon sens, ce que je vous dis est subjectif, on est là où on est.
Et là où on est, effectivement, on doit passer sous ces fourches codines, mais en même temps, c'est peut-être parce que par ailleurs, moi je suis animatrice et la notion d'écrire avec, mais aussi écrire contre quelque chose m'intéresse, donc cette idée de contrainte. Après tout, c'est chiant. Mais on peut aussi en faire autre chose, c'est-à-dire cette contrainte qui nous pèse, mais qui est celle qui nous a faite aussi et qui fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire certains d'entre nous normés ou je ne sais pas, enfin, voilà, on est là où on est, et je n'essaye pas de défendre ma copine, hein. Je dis juste que moi je suis aussi tout le temps perturbée par ces questions-là, et je me dis, ben voilà, c'est là où on est, et là où on est obligé, enfin il me semble, qu'on essaye de faire avec cette réalité-là, et ça, à mon sens, c'est aussi un travail d'artiste. Oui, je pense aussi qu'on est obligé d'assumer cette tension entre ce que c'est que la création et ses risques et cette peur dont vous parlez, et puis cette volonté qu'on a de la faire entrer dans une institution qui jusqu'ici la refusait. Et donc, voilà, il y a cette question essentielle de la légitimation, et on est pris par là. C'est ce que disait hier aussi Claude Pérez, donc la difficulté justement à faire accepter en France, où toute notre tradition va à l'encontre, ces doctorats qui vont ébranler un système vieux de plus de 100 ans. C'est une petite question à la fois très pratique et très terre à terre, mais qui en même temps peut être moins terre à terre qu'il paraît, je pense. Ça s'adresse plutôt à Violaine, à savoir la question du temps pour ces mémoires. On sait à quel point c'est difficile pour nos étudiants de produire entre guillemets un mémoire en temps imparti, étant entendu qu'ils ont des tas d'autres choses à rendre à côté. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Parce que c'est aussi le temps laissé à la fois à la création et à la réflexion, et avec des exigences universitaires temporelles dont nous sommes les premières victimes. Alors, comment ça se passe? Alors là, les étudiants du DU qui sont là ici pourraient vous le dire, qu'ils ont énormément souffert, mais en même temps, c'est un peu comme dans les contraintes de temps dans un atelier, ils ont produit, ils ont fait des choses remarquables. Voilà, il y a cette tension là encore. Un temps qui est insupportable parce qu'on se dit on n'aura jamais le temps, et puis en même temps, ça fait avancer. Voilà. Alors c'est aussi un des éléments que j'ai voulu pointer par rapport à cette dimension réflexive. Là, je pense qu'il y a un réel problème, la possibilité de tout de suite réfléchir à ce qu'on a fait. C'est pour ça que je trouve que ce volet réflexif a ses limites, précisément à cause de ces contraintes de temps. Alors, sur les 2 ans. Comment? Sur les 2 ans du master. Oui. Peut-être prendre les 2 dernières interventions. Oui, 2 dernières. Et du temps, nous pourrons aussi. Très rapidement, moi j'ai un peu peur des étiquettes, c'est-à-dire critique d'un côté, création de l'autre, ça me fait un peu peur d'être dans les deux, et effectivement il faut travailler à des articulations qui peuvent être extrêmement variées, peut-être que les typologies sont dangereuses aussi. La deuxième chose, je voudrais donner 2 exemples. Le passé apprend aussi beaucoup de choses. Michel Chailloux a soutenu une thèse, dans son jury il y avait Roland Barthes, Gérard Jeannette et Jean-Pierre Prichard. C'était au milieu des années 75. Ça a donné le sentiment géographique, un livre très, très étonnant. C'est ça sa thèse. Il aurait lu que la première page de l'Astrée, c'est assez étonnant. Enfin bon, pour un thèse d'art, c'était Michel. Alors on me répond toujours, mais c'était Michel Chailloux. Oui, mais faut lire le rapport de thèse de Jeannette, d'ailleurs, qui est très très négatif, c'est très intéressant à lire. Bon, mais d'un autre côté, on a Michel Busor qui a toujours été sur les bords et jamais intégré dans l'université française. Mais Chailloux a enseigné en IUT, il était maître de conf. C'est-à-dire qu'il y a des expériences anciennes qui sont très intéressantes, qu'il faut quand même observer. Tout n'est pas... le nouveau, moi j'ai très peur quand même que dans le nouveau, il s'académise très vite. Il est même déjà un peu académisé. J'ai un peu peur que ces espèces de visées de reconnaissance par le CNU... moi là où je suis, j'ai aucune étiquette d'écriture créative, etc. Mais je fais ça avec 40 étudiants en méthodologie de la recherche. Avec 40 étudiants. Avec 40 étudiants. Oui, je rappelle, je travaille avec 40 étudiants. Et voilà, le fait de légitimer l'atelier rend
les choses peut-être un peu plus confortables. C'est absolument Non, mais- héroïque de faire un atelier d'écriture à 40. Non, il n'y a pas d'héroïsme. Parce que le travail collaboratif, tout ça, c'est génial, on fait plein de choses. Non, c'est pas non, mais par contre, enfin, moi je pense qu'on peut. Il y a des transformations. Je crois qu'on a compris sans que les s'instituent. On a compris l'esprit de la question. Qui veut répondre? Non, mais Non. juste rappeler que c'est ce que je voulais dire aussi en faisant allusion à la thèse que va soutenir samedi Charles Coustille. Précisément, c'est ça qu'il analyse de manière passionnante. Toutes ces thèses d'écrivains qui existent depuis le début du siècle et comment il y a eu une évolution. Et en effet, ça transforme les choses de l'intérieur, ça. C'est évident. Hein, tout ne va pas se changer aujourd'hui, c'est clair. Mais à partir du moment où il y a institutionnalisation, on va quand même plus loin. Et il ne faut pas oublier l'objectif, qui est quand même d'autoriser les gens à écrire, ce que disait tout à l'heure Anne-Marie. Voilà. Lionel, bonjour. Moi, je voulais revenir sur votre intervention, avec laquelle j'étais assez d'accord, en fait, par rapport à cette espèce de modèle, Dans le micro, de modèle schématique pour comprendre les mécanismes de la création. Et hier, j'avais été un peu perturbé par l'intervention qui analysait par le biais science de la psychologie cognitive ce genre de mécanisme. On en avait parlé avec Jean-Marc un petit peu. Et dans le RER en rentrant à Paris. Et puis ensuite vous avez rebondi. Et la réponse que vous avez apportée, c'est que finalement, on se retrouve, il y a eu deux réponses du coup. Il y a une première réponse, on se retrouve avec une proposition de jeu. Vous avez parlé de contraintes, vous parlez de jeu, et une proposition de jeu entre deux institutions. Et vous-même, vous disiez que c'était assez nouveau, et pas dans la tradition de proposer cet échange entre ces deux institutions et de proposer ça. Et juste, j'aimerais que, peut-être un mini développement sur la question du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, de ne pas être sous une contrainte, mais plutôt de jouer un jeu d'interaction entre deux institutions. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une notion qui m'intéresse dans ma pratique, en fait. Je sais pas qui et c'est au niveau de savoir-faire. Le jeu, c'était le. Vous faites allusion. À quoi est-ce que vous faites allusion? Le jeu de taquin? Le jeu. Voilà. Comment, à partir de ce schéma créatif, on résout la question en proposant de jouer. Voilà. Merci. Vraiment un tout petit mot. Vous savez ce que c'est que le jeu de taquin? Tout le monde sait ce que c'est que le jeu de taquin? Ce sont ces petites mosaïques qu'on déplace pour recomposer une image. Et en fait, il y a une case vide. Il faut qu'il y ait la case vide pour pouvoir recomposer l'image. Je ne recommence pas l'explication du jeu de taquin. Jouer au jeu de taquin, c'est beaucoup mieux que jouer au Candy Crush. Mais enfin, l'image qui était employée, c'est de dire qu'il faut la case blanche. C'est-à-dire qu'il faut justement que l'idée d'une théorie littéraire, qui soit peut-être une théorie nouvelle, non pas pensée par des penseurs spécifiques ou des idéologies, je pense qu'on n'en est plus là, mais pensée à travers des usages. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au numérique, les usages de l'écriture, voilà. Il nécessite cette case blanche, et peut-être ces cases blanches, pour qu'il y ait du jeu, mais au sens presque mécanique du terme, et non, alors peut-être le sens ludique après, hein, bien sûr, mais on a le droit de s'amuser aussi avec les théories littéraires. Mais le principe du jeu, c'était ça, c'était le fait que ça bouge comme un jeu de taquin. Qu'il y a du jeu, on pourrait dire. Il y a du jeu. Ce qui n'est pas le même sens. Oui, puis peut-être que la recherche aussi... On a toujours un truc d'avance sur vous, nous. Bah forcément, vous êtes les meilleurs. Mais sinon, pour parler sérieusement, non, sinon, c'est vrai que la recherche, c'est un jeu aussi. Enfin, créatif. Et c'est un jeu créatif. Et c'est peut-être dans cette notion de jeu qu'il y a le lien le plus fort entre la création et la recherche. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais conçu la recherche autrement que comme un jeu. L'idée de créer du savoir étant un peu secondaire, ou en tout cas étant le résultat du jeu, mais pour un moment. Comme je disais, c'est sûr qu'on a peur des schémas si on croit au schéma, mais si on sait que le schéma, ce n'est
c'est quelque chose comme les schémas que Nathalie a montré hier, on a pu les prendre, certains ont pu les prendre comme des choses absolues, parce que ce sont des schémas, mais c'est nos représentations du schéma qui sont questionnées. Ce n'était que des représentations à des moments donnés historiques, et qui étaient datées dans son exposé, de la création en général, et on est là pour fabriquer d'autres schémas qui seront remis en question. Et voilà, c'est peut-être là, enfin pour ma part, c'est comme ça que je conçois les choses, et aussi qu'il va falloir qu'on arrête, qu'on s'accorde peut-être 10 minutes de... Mais c'est vraiment très rapide. Je voulais dire qu'on voit bien l'intérêt que nous, enseignants-chercheurs, on va avoir à promouvoir la recherche-création ou les doctorats en recherche-création. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une demande des étudiants et qu'il faudrait quand même leur demander, et ça aurait été intéressant d'entendre Laura, je pense, dire pourquoi elle, qui est déjà une artiste reconnue, qui est déjà une artiste installée, et elle pense quand même aujourd'hui à faire une thèse. Et moi, je suis toujours surpris de la réponse, et ça nous donne des réponses plus claires. Il faut dire qu'elle nous prend des interrogations quand on les écoute. Non, juste très rapidement, c'est juste ce que j'ai dit en disant au tout début que ça aurait été intéressant, je pense, qu'il y ait d'autres étudiants, parce que en fait, on est en train de faire quelque chose et vous nous avez, chers professeurs, donné tous les moyens de penser cette chose, et on sait aussi penser ce qu'on fait et ça nous intéresse. Et voilà.